Le président Donald Trump et la puissance écrasante de notre armée ont considérablement démantelé les capacités militaires de l'Iran et affaibli son programme nucléaire. Nous entrons maintenant dans la phase finale. À l'aube commence un D-Day économique, la plus grande offensive financière jamais menée contre un adversaire. Quelles sont vos attentes? Oui, c'est la même chose avec la Russie, le pays le plus sanctionné au monde, ou du moins il l'était, maintenant que l'Iran est un sérieux concurrent pour cette malheureuse distinction. Donc, encore plus de sanctions. C'est le système financier. Déjà, le blocage des exportations de pétrole a entraîné une inflation massive, et le taux de change de la monnaie iranienne face au dollar est monté à, 2 millions de rials. C'est tout simplement incroyable. 2 700 000 pour une livre sterling. Donc oui, bien sûr, la population souffre. Mais là encore, comme en Russie, quand on est dos au mur, vous savez, la Perse, l'Iran, avec 3 000, 5 000 ans d'histoire, ne se laissera pas intimider. Encore aujourd'hui, ou hier soir, le gouvernement iranien a adressé un avertissement à 47 navires, des pétroliers et d'autres, leur disant qu'ils doivent payer. Eh bien, on ne sait pas très clairement en quoi consistait la menace, mais manifestement, cette menace existait. Le gouvernement iranien ne semble donc pas reculer, et le langage de plus en plus violent qui vient de Washington ne semble pas avoir pour effet d'intimider le gouvernement là-bas. Donc, comme dans la guerre russo-ukrainienne, il s'agit de voir qui va céder, qui va finir par craquer le premier. Et j'ai le sentiment que ce ne sera pas la Russie. Et j'ai le sentiment que ce ne sera pas l'Iran. Il y a bien sûr une question plus large. Ce n'est pas tout à fait une alliance, mais on parle beaucoup de cette soi-disant alliance CRINC. La Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, bien sûr, a tout récemment intensifié sa diplomatie active. En fait, Trump envisage, je crois, de rencontrer une nouvelle fois Kim Jong-un. Oui, on pense encore à Kim Jong-un, celui d'avant. Mais oui, et bien sûr, nous ne savons pas dans quelle mesure l'Iran reçoit un soutien tacite de la Chine. Il a été dit qu'il y a tout juste 10 jours, 6 gros avions de transport sont arrivés de Chine, livrant, nous ne savons pas très bien quelle marchandise, mais manifestement une forme ou une autre d'armement. Ce rapport n'a pas été confirmé, je tiens à le souligner. Mais il se passe des choses en coulisses qui, je pense, donnent au gouvernement iranien le sentiment qu'il pourrait tenir bon. Eh bien, s'il y a ce sentiment du côté iranien, on y viendra dans un instant. Ce sentiment n'est clairement pas partagé du côté américain, parce qu'hier, le général Jack Keane semblait se réjouir de cette possibilité d'une nouvelle guerre économique. Mais il pense peut-être qu'il faudrait y ajouter aussi des frappes militaires. Pendant 50 ans, nous avons mené une stratégie d'apaisement avec eux. Nous avons essayé de conclure des accords. Nous ne les avons jamais affrontés jusqu'à ce que ce président le fasse. Et oui, cela va exiger un changement de comportement de leur part. Ils vont devoir coopérer et nous allons devoir nous montrer fermes avec certains de nos alliés et partenaires pour nous assurer qu'ils contribuent à cet isolement de l'Iran. Donc il va falloir se montrer ferme, non seulement avec l'Iran, mais aussi avec nos alliés. Vous savez, vous feriez mieux de vous rallier à cette position et de commencer à abattre des missiles. Écoutez, ils en ont déjà abattu beaucoup, Richard. À votre avis, quelle pression faut-il exercer sur l'Iran et sur les alliés arabes du Golfe pour continuer à faire pression? Et on se demande s'il parle de quelqu'un comme la Chine. Parce que si vous n'obtenez pas que la Chine soutienne ces sanctions et fasse sa part, ou la Russie, rien ne changera, parce qu'il n'y a pas de sanctions venant du monde occidental. Qu'en pensez-vous?
Il faut le dire, ce discours de Jack Keane est une fois encore totalement déconnecté de la réalité, comme s'ils avaient fait de l'apaisement envers l'Iran depuis 1979. C'est vraiment absurde et bizarre, ne serait-ce que de voir les choses sous cet angle. Oui, Obama avait le JCPOA, l'accord nucléaire, mais ce n'était pas de l'apaisement, c'était un accord. Ça s'appelle la diplomatie. Ça s'appelle, vous savez, débattre et mettre en place un cadre pour atteindre ses objectifs, qui était de contrôler le programme nucléaire iranien. Donc, d'abord, c'est complètement absurde. Mais la menace d'intensifier les choses maintenant. Et bien sûr, même au sein de la Maison-Blanche, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il y aurait eu des discussions sur l'utilisation d'une sorte d'arme nucléaire tactique. Là encore, c'est le signe du désespoir, plutôt que d'une stratégie réfléchie. Donc, une fois de plus, cette guerre risque de s'étendre. Et concernant la pression exercée sur les Alliés, je ne pense pas qu'elle vise seulement les pays du Moyen-Orient. Il y a aussi le fait que, vous savez, Trump a déjà dit au Canada et à d'autres pays qui ne nous ont pas soutenus dans cette guerre contre l'Iran, donc davantage de droits de douane. Le Canada était un cas un peu distinct, mais le Royaume-Uni et d'autres pays n'ont pas été très enthousiastes à l'idée de cette guerre, même si le Royaume-Uni autorise l'utilisation de ses bases aériennes pour des attaques contre l'Iran. Donc d'une certaine manière, nous sommes déjà de fait des co-belligérants. Et l'Iran a menacé de ne pas s'en prendre uniquement aux alliés des États-Unis dans la région, mais aussi au-delà. Là encore, il y a donc un risque d'escalade horizontale dans cette guerre. Eh bien, ce qui donne peut-être davantage de poids à cela, voire montre clairement qu'il pourrait y avoir une escalade supplémentaire, c'est la réponse iranienne à tout ça. Parce qu'ils ne vont certainement pas laisser passer cela en silence. Et l'un de leurs principaux conseillers militaires, le général Rezaei, est passé à la télévision en Iran pour dire ceci. Si Trump décide d'aller plus loin, notre réponse, nos représailles seront d'une ampleur sismique. D'abord, nous dirons à tous les pays voisins et aux pays du monde entier de ne pas se joindre aux États-Unis dans leur guerre économique. Tout pays qui participera à l'imposition de restrictions économiques contre nous sera considéré comme un ennemi. Bien sûr, nous négocierons d'abord avec eux. Nous tiendrons des discussions et nous leur dirons de se mettre à l'écart et de prendre leur distance avec les États-Unis. Mais s'ils ne le font pas, nous frapperons. D'un côté, vous avez Jack Keane, qui menace même les pays de la région. Il ferait mieux de se ranger de notre côté. Et de l'autre, vous avez les Iraniens, qui disent « Oui, mais si vous faites ça, vous allez aussi vous prendre certains de nos missiles en pleine dent. » Ils subissent donc littéralement des pressions des deux côtés. Comment cela va-t-il se jouer? Le contexte, c'est qu'il y a environ 10 jours, il y a eu un vaste remaniement au sein de la direction iranienne. Et l'élite sur place, ou l'élite dirigeante, s'est davantage consolidée. Pour le dire simplement, c'est un gouvernement de dur. Non pas qu'il y ait eu des modérés en particulier, mais le président Pezeshkian était considéré comme relativement modéré. Enfin, certainement plus enclin à la paix, s'il avait été possible de négocier avec les États-Unis. Et bien sûr, après le 28 février et l'attaque, ce n'était plus possible. Donc le dirigeant dans l'ombre, l'ayatollah Khamenei, semble, personne ne l'a vu, mais il semble être actif. Et bien sûr, ils ne vont pas céder. Ce sont des propos guerriers qui viennent d'Iran. On ne peut donc s'attendre qu'à des représailles réciproques, et une fois encore, à une escalade sans fin. Vous savez, pardon, Gary, je vais changer un peu de sujet. Je veux passer dans un instant l'extrait intitulé « Trump-Iran Deal ». Selon vous, dans la mesure où vous pouvez l'identifier, quel est l'objectif américain ici? D'accord,
On a essayé, comme je l'ai dit, 40 jours de combat, un blocus, 13 jours de combat, un protocole d'accord. On avait un accord signé par le président Trump lui-même, par Pezeshkian. Puis en quelques jours, on l'a abandonné, et maintenant il n'existe plus. C'est aussi du passé. Mais là, vous allez voir que le président Trump semble toujours parler d'une sorte d'accord qu'il essaye d'obtenir. Et j'ai du mal à comprendre de quel accord il parle, alors qu'il en avait déjà un. Et je reviens au 26 février, 2 jours avant l'attaque, lorsque le médiateur omanais avait obtenu un accord remarquable, auquel l'Iran avait donné son accord. Donc, on avait un accord à ce moment-là. On l'a jeté. On avait un accord le 17 juin. On l'a jeté. De quoi parle-t-il ici? Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de marine. Ils n'ont pas de force aérienne. Ils ne paient pas leurs soldats. Ils ne paient pas leur police. Ils ont une inflation de 350%. Donc, on va simplement voir ce qui se passe. Et nous avons le contrôle total, comme vous le savez, de la frontière. Nous avons le contrôle total. Si vous regardez le blocus, nous avons le contrôle total de toute cette région liée au détroit d'Ormuz. Et cela s'étend largement aux zones terrestres. Alors, ils aimeraient conclure un accord, mais à mon avis, ils ne sont pas prêts à conclure le bon accord. Oui, enfin, d'abord, ce dont il parle là, le fait que nous aurions le contrôle total du territoire. Évidemment, nous n'avons le contrôle total de rien dans ces... Enfin, je crois qu'il y a 8 pays différents qui ont une frontière avec eux. Nous avons un certain contrôle sur le golfe d'Oman, là où se trouve cette ligne, mais c'est à peu près tout. Mais revenons-en à ça. Ils veulent conclure un accord. À votre avis, quel est l'accord que le président Trump a en tête? Eh bien, on ne sait pas. Mais ce qui était intéressant, c'est que, même il y a environ une semaine, les Omanais discutaient avec les Iraniens et ils avaient conclu un accord. Et que fait les États-Unis? Ils menacent de raser Oman, qui n'est pas un allié à proprement parler, mais qui est étroitement allié aux puissances occidentales et contrôle la partie sud du détroit d'Ormuz. Ils les ont menacés de terribles représailles pour avoir conclu un accord. Donc, la nature de ce nouvel accord, on ne la connaît tout simplement pas. Je veux dire, vous avez vu Scott Bessent parler du nucléaire. Or, le fait est que combien de fois ont-ils prétendu avoir détruit le potentiel nucléaire de l'Iran? Depuis juin 2025, avec ses 12 jours de bombardement, jusqu'à cette opération-ci également. Alors, vous savez, combien de fois peut-on y revenir? Ils pourraient donc déclarer victoire et partir en disant « Nous avons mis fin aux capacités nucléaires de l'Iran, nous avons atteint nos objectifs ». Mais bien sûr, dès 2012, les Russes ont commencé à parler des États-Unis, c'était déjà sous Obama, en disant « Ils employaient ce mot, un mot assez long et désagréable, qui en anglais voudrait dire « dans deux sens ». On ne peut vraiment pas traiter avec ces gens-là. Vous traitez avec eux et, comme les Palestiniens l'avaient appris depuis longtemps, ceux qui s'engagent réellement dans des négociations se font éliminer, bombarder, tuer, assassiner, enlever ou autres. En ce sens-là, il est difficile de conclure un accord. Mais bien sûr, ensuite les États-Unis ne respectent pas l'accord. Donc, dans les deux sens, cela ne sert à rien de conclure un accord avec les États-Unis, parce qu'il y a un problème de crédibilité des engagements. Alors, ça ne sert à rien de discuter. Et c'est aussi en partie le problème avec la guerre en Ukraine. Au fond, l'interlocuteur de l'autre côté est tout simplement... Enfin, ce n'est pas seulement une question de changement à l'arrivée d'un nouveau président. Aujourd'hui, au sein même d'un seul régime, et certainement sous Trump, les choses changent si vite qu'on ne peut tout simplement pas traiter avec ces gens-là. Et c'est quelque chose de presque sans précédent dans l'histoire du monde. Avec un pays majeur comme les États-Unis, on ne sait pas à qui l'on parle. L'administration elle-même est évidemment divisée. Nous savons que Pete Hegseth semble purger le Pentagone de tous les meilleurs éléments et des personnes les plus compétentes.
y compris la personne qui discutait avec la Russie, qui s'est rendue à Moscou il y a quelques mois et qui quitte maintenant le Pentagone. Alors, vous savez, à qui parle-t-on? Et quelle crédibilité accorder à un quelconque engagement dans un accord? Comme vous le dites, cela tient à peine 24 heures. Oui, ce n'est pas très optimiste quant à la possibilité de mettre fin à l'une ou l'autre de ces guerres. On verra comment tout cela va évoluer. La dernière chose sur laquelle j'aimerais avoir votre point de vue concerne autre chose qui se passe dans la même région. C'était dans Al Monitor hier. Le titre disait « Pourquoi la Turquie considère les frappes israéliennes en Syrie comme un avertissement concernant son rôle militaire et le pacte de la Mecque. » Que pouvez-vous nous dire sur cette rhétorique qui s'échange entre la Turquie et Israël, surtout en ce qui concerne les actions menées à l'intérieur de la Syrie? Parce que d'un côté, on a l'impression qu'Israël, qui occupe des portions de la Syrie, dit à la Turquie qu'elle ne peut pas occuper des portions du nord de la Syrie, sous peine d'être considérée comme un problème. Quelle est l'histoire derrière tout ça? Oui. Le grand problème, c'est que très clairement, les États-Unis ne sont plus considérés comme un garant crédible de la sécurité. Et il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine environ, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, qui est membre de l'OTAN, se sont réunis pour signer le pacte de la Mecque, signé à la Mecque par ces trois puissances moyennes. Elles ont en substance conclu entre elles un pacte de sécurité, un pacte de défense. Et, bien sûr, cela a rendu Israël furieux. La Syrie redevient donc le champ de bataille entre, vous le savez, les relations entre la Turquie et Israël sont très mauvaises. La Turquie et Israël, à cause de la flottille. C'est ainsi que, il y a quelques mois, Israël a intercepté pour la deuxième fois une importante flottille pour la paix qui se rendait à Gaza afin d'apporter de la nourriture, du soutien et de l'aide. Et les Israéliens l'ont intercepté de manière très brutale, et beaucoup des personnes impliquées étaient turques. C'est donc un problème de plus. Et bien sûr, la Syrie est actuellement incapable de défendre ses propres frontières et sa propre souveraineté. La Turquie domine la partie nord. Israël a largement dépassé le plateau du Golan et pris une grande partie du sud de la Syrie. Et bien sûr, ils ont bombardé, il n'y a pas longtemps, une base aérienne sous contrôle turc. Il y a donc toutes sortes de manœuvres en cours. Mais étant donné que la Turquie fait désormais partie de ce pacte avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, les autres puissances pourraient, d'une certaine manière, elles aussi, être entraînées dans n'importe quel conflit. Ainsi, tous ces discours sur les accords d'Abraham, qui avaient pris une telle ampleur, la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite, qui bien sûr n'a pas eu lieu, Israël et d'autres pays, sont aujourd'hui en lambeaux à cause de la guerre avec l'Iran. Et quelles sont les chances que l'un de ces conflits auxquels Israël est partie prenante se termine prochainement? Que ce soit avec les Houthis, c'est davantage avec l'Arabie saoudite, mais cela concerne tout de même Israël en mer Rouge, surtout au niveau de Bab el-Mandeb, la situation toujours non résolue à Gaza, le problème grandissant des colons, enfin, en Cisjordanie, la situation en Syrie qui perdure, et puis au Liban aussi. Car même si cela faisait soi-disant partie du protocole d'accord et du cessez-le-feu, Israël continue périodiquement de raser des villages là-bas. Où tout cela mène-t-il Israël? Vous avez tout à fait raison. La violence des colons en Cisjordanie augmente. Tout récemment, autour de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, dans l'une de ces zones dont les Israéliens s'étaient retirés il y a 20 ans, sous Sharon, ils construisent maintenant des colonies et bien sûr, rasent les maisons appartenant à des Palestiniens, arrachent leurs oliveraies, leurs forêts, leurs arbres. Et bien sûr, ils sont soutenus par les forces de défense israéliennes, qui restent généralement sur le côté, quand elles ne soutiennent pas activement la violence des colons.
Le sud du Liban est de nouveau pilonné. Il y a même eu récemment des allégations selon lesquelles des forêts auraient été incendiées afin de détruire entièrement le sud du Liban. Et comme vous le dites, les Houthis, ou Ansar Allah, au Yémen, menacent de bloquer l'accès à la mer Rouge, ce qui signifie le canal de Suez. Où cela va-t-il nous mener? Comme nous l'avons dit tant de fois, c'est grave. Et j'ai peur que cela empire considérablement avant qu'on aperçoive ne serait-ce qu'une lueur d'espoir. Et bien sûr, je l'avoue, j'avais peut-être naïvement le léger sentiment que compte tenu du fait qu'au Royaume-Uni, notre nouveau ministre des Affaires étrangères est Ed Miliband et que nous avons un nouveau Premier ministre concentré sur les questions intérieures, cela pouvait être une occasion. Car un changement de dirigeant est généralement l'occasion d'un changement de politique. Et malheureusement, aujourd'hui, cela a montré que ça n'arrivera pas. Et c'est tragique, parce que je pense que le Royaume-Uni, étant en dehors de l'Union européenne, aurait pu offrir une possibilité. Au lieu d'escalader et de jeter de l'huile sur le feu, comme le dit Peskov, nous aurions pu dire « Écoutez, prenons un peu de recul ». Parce que les pays membres de l'Union européenne sont aujourd'hui tellement liés et contraints, alors que nous, en tant que pays indépendants, nous aurions pu le faire en État souverain. Malheureusement, cette occasion, j'allais dire, a été gâchée. Je pense que nous, à Londres, nous au Royaume-Uni, allons continuer à essayer de dialoguer avec le gouvernement britannique et éventuellement avec le nouveau ministre des Affaires étrangères pour proposer une perspective de paix. Il faut que les Britanniques ne se contentent pas d'escalader, mais qu'ils commencent une forme de discussion de type Track 2. Il y en a déjà certaines, en profondeur, mais il faudrait peut-être les rendre plus visibles et plus actives. Eh bien, nous applaudirions certainement cela et nous amplifierions ce message, parce que c'est évidemment ce que nous souhaitons. Parce que tous ces conflits sont impossibles à gagner militairement. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre l'Iran militairement. Israël ne peut pas vaincre militairement tous les ennemis qu'il a choisi de combattre. Ce n'est tout simplement pas possible. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à se battre. Et c'est la même chose avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. À terme, même si cela prenait encore des années, la Russie peut détruire le camp ukrainien. Mais l'Ukraine ne peut pas, à terme, détruire le camp russe. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer à se battre pendant une durée indéterminée, en tuant des gens et en perdant des gens tout au long du chemin. Et quand cela arrive, tout le monde y perd. À part peut-être les élites ultra-riches. Oui, c'est en quelque sorte ce que nous devons combattre sur le front de la raison. Mais nous vous remercions d'avoir apporté un peu de clarté sur certains de ces sujets, afin que nous puissions au moins voir ce qui se passe réellement. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, professeur. Merci, et dites-moi plus mot. Et nous vous apprécions aussi. Nous retrouverons Scott Ritter dans l'émission cet après-midi. Nous allons examiner d'autres aspects de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et il s'appuiera sur ses sources, comme il le fait toujours. Ce sera à 14h, heure de la côte Est, aujourd'hui, dans le Daniel Davis Deep Dive. À tout à l'heure.